Au printemps 1975, dans un bureau d'études rattaché à la manufacture d'équipements de défense Česká zbrojovka à Uherský Brod, en Tchécoslovaquie, une carcasse en acier reposait sur un établi sous une lumière fluorescente. Elle n'était pas terminée. Les glissières de la culasse couraient à l'intérieur de la carcasse et non à l'extérieur, créant un profil qui semblait inversé par rapport à tous les modèles de service alors en production. Józef Kouski, l'ingénieur principal, avait passé des mois à expliquer cette configuration à des collègues sceptiques qui estimaient qu'elle violait les principes fondamentaux de l'architecture mécanique. L'objet était une réponse à un problème sans solution évidente. Les forces de sécurité tchécoslovaques avaient besoin d'un outil moderne pour remplacer les modèles vieillissants de l'époque du conflit mondial, mais le cahier des charges était contradictoire. Grande capacité, dimension compacte, fonctionnement fiable sur le terrain et faisabilité technique dans les limites d'une usine d'État opérant derrière le rideau de fer. Les modèles occidentaux comme le Browning High Power offraient une grande capacité, mais exigeaient des tolérances d'usinage qui poussaient les machines-outils disponibles dans leur retranchement. Les modèles soviétiques privilégiaient la simplicité, mais sacrifiaient l'ergonomie et la réserve de munitions. La réponse de Kouski fut structurelle. Si la culasse pouvait glisser à l'intérieur des rails de la carcasse au lieu de les envelopper, le canon pourrait être positionné plus bas par rapport à la main de l'utilisateur. Cela réduisait le bras de levier des forces de recul, ce qui se traduisait par un relèvement moindre de la partie avant lors de l'activation. Un relèvement réduit signifiait une réacquisition plus rapide de la cible. Une réacquisition plus rapide permettait une précision pratique accrue lors de séquences rapides. La géométrie dictait la performance. Mais cette culasse inversée créait des contraintes spatiales qui se répercutaient sur tous les autres systèmes. Le puits de chargement dut être redessiné pour accueillir une colonne double de 15 cartouches de 9 mm tout en conservant une circonférence de poignée gérable pour une main humaine. Le mécanisme de détente nécessitait un système double, action simple action, permettant un premier engagement avec une pression longue et lourde, armant le percuteur en interne, tandis que les coups suivants fonctionnaient en mode simple action, avec une rupture nette et légère. Cette dualité exigeait des tensions de ressort précises et des rapports de levier soigneusement calculés. Le prototype sur l'établi représentait 6 années d'affinage itératif. Les premières versions présentaient des fissures sur la carcasse. Les suivantes souffraient de défauts d'alimentation car l'angle du chargeur ne s'alignait pas correctement avec la chambre. Kouski avait ajusté, recalculé et reconstruit. Désormais, le design approchait de sa forme finale, mais l'approbation nécessitait une démonstration, non pas devant des ingénieurs, mais devant des officiers d'approvisionnement qui évaluaient le matériel selon la doctrine et non la physique. La carcasse attendait. Autour d'elle gisaient des dessins techniques, des schémas en coupe montrant le chemin de came qui désolidarisait le canon de la culasse, et des notes manuscrites calculant la résistance des ressorts de récupération. La pièce sentait l'huile de coupe et la limaille de fer. À l'extérieur, l'usine bourdonnait de la production de carabines de sport et de fusils de chasse, des produits commerciaux qui maintenaient l'installation opérationnelle pendant que les contrats officiels progressaient dans les méandres bureaucratiques. Kouski saisit la pièce et examina les rails une dernière fois. Les tolérances étaient serrées, moins de 2 millièmes de pouce, mais elles devaient l'être. Des tolérances lâches introduiraient du jeu, ce qui dégraderait la précision et accélérerait l'usure. Des tolérances serrées exigeaient un usinage méticuleux, augmentant le temps et le coût de production. L'équilibre entre précision et praticité définissait chaque millimètre du projet. Le CZ75 n'était pas encore un outil opérationnel, c'était un argument coulé dans l'acier. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'à présent. Et restez avec nous pour le prochain chapitre. Józef Kouski n'a pas commencé sa carrière en dessinant des systèmes portatifs.
Formé comme ingénieur mécanicien à Prague durant les années 1950, il avait travaillé sur des machines agricoles et de l'outillage industriel avant de rejoindre Česká Zbrojovka à la fin des années 1960. La transition n'était pas idéologique, elle était pratique. L'État allouait les talents de l'ingénierie là où les quotas de production l'exigeaient, et le secteur technique de la défense avait besoin de concepteurs comprenant la distribution des contraintes, la fatigue des matériaux et la fabrication de précision. Dès 1969, quand les travaux préliminaires de ce qui allait devenir le CZ-75 débutèrent, Kouchki avait déjà contribué à l'amélioration des modèles CZ-50 et CZ-52, tous deux utilisés par les unités de sécurité tchécoslovaques. Ces projets lui apprirent les limites du travail au sein d'une économie centralisée. Les matériaux étaient alloués selon des plans quinquennaux, l'équipement d'usinage était souvent obsolète et les restrictions d'exportation limitaient l'accès aux innovations industrielles occidentales. Une conception réussie devait être efficace et productible avec les moyens disponibles. Le cahier des charges officiel pour le nouveau modèle était clair mais impitoyable. Chambré en 9,19 mm Parabellum pour maintenir la compatibilité avec les standards internationaux, capacité de chargeur d'au moins 13 unités, poids total inférieur à 1 kg en charge et fiabilité opérationnelle sur une plage de température allant de 30 degrés à plus 150 degrés. La conception devait également se prêter à une production de masse, utilisant les machines CNC existantes et des processus de finition manuelle. Kouchki aborda le problème méthodiquement. Il étudia le Browning High Power, qui utilisait un verrouillage de canon basculant conçu par John Browning et affiné par Dieudonné Saïve. Il examina le Walter P38 et son bloc de verrouillage tombant. Il analysa le CZ-52 et son système de verrouillage par galet. Chaque mécanisme avait ses forces, mais chacun comportait aussi des compromis, complexité, coût ou sensibilité aux résidus. Le concept de la culasse interne à la carcasse émergea d'une analyse spatiale. En abaissant l'axe du canon, Kouchki pouvait réduire la composante verticale des forces de recul, ce qui améliorait le contrôle lors d'utilisations répétées. Mais cette configuration empêchait de monter la culasse par l'extérieur, ce qui signifiait que la carcasse devait absorber des contraintes habituellement réparties sur une plus grande surface. La structure devait être en acier et non en aluminium, malgré le surplus de poids. La sélection des matériaux devint critique. Kouchki spécifia un acier à haute teneur en carbone pour la culasse et la carcasse, avec un durcissement superficiel sélectif sur les zones d'usure. Le canon nécessitait un revêtement en chrome pour prolonger sa durée de vie face aux munitions corrosives, une réalité courante dans les arsenaux du bloc de l'Est. Les ressorts étaient en corde à piano, traités thermiquement selon des spécifications précises pour maintenir leur tension sur des milliers de cycles. Le système de détente double action, simple action, n'était pas l'invention de Kouchki. Il avait été lancé par Walter des décennies plus tôt. Mais l'adapter à la carcasse compacte du CZ-75 demandait une géométrie soignée. Le percuteur devait s'abattre avec assez de force pour amorcer la cartouche, mais la course de la détente devait rester dans des limites ergonomiques. Kouchki calcula les ratios de levier, testa des combinaisons de ressorts et ajusta les angles d'engagement jusqu'à ce que le système fonctionne avec fluidité. La pression politique était constante mais indirecte. La position de la Tchécoslovaquie au sein du pacte de Varsovie signifiait que les décisions d'approvisionnement étaient influencées par les préférences soviétiques. Pourtant, le pays conservait une certaine autonomie de conception grâce à son industrie établie. Le CZ-75 devait être assez performant pour remporter les contrats nationaux sans menacer les marchés d'exportation soviétiques. C'était un couloir étroit. En 1973, Kouchki soumit le premier prototype complet pour évaluation. Le processus de test fut exhaustif. Essais d'endurance avec des milliers d'activations successives, tests de précision à diverses distances, exposition environnementale à la poussière, à la boue et aux températures extrêmes.
L'appareil se comporta bien, mais l'adoption officielle avançait lentement. Les allocations budgétaires, les changements de priorité et les débats internes sur la standardisation du calibre retardèrent l'approbation finale. Kousski continua d'affiner le design, ajustant des détails mineurs, l'angle de la poignée, la texture du quadrillage, l'emplacement du bouton d'éjection du chargeur. En 1975, le modèle était prêt pour la production, même si la machine bureaucratique n'avait pas encore rattrapé son retard. Le principe de fonctionnement du CZ75 était une variante du système à court recul, un mécanisme qui définissait la conception des systèmes semi-automatiques depuis les travaux de John Browning au début du XXe siècle. Mais l'implémentation de Cookie introduisait des raffinements qui distinguaient le CZ75 de ses prédécesseurs. Au moment du déclenchement, l'amorce de la cartouche détonnait, enflammant la charge et créant une expansion rapide de gaz à l'intérieur de la chambre. Ces gaz propulsaient le projectile vers l'avant à travers le canon tout en poussant simultanément l'étui vers l'arrière contre la face de fermeture de la culasse. Parce que le canon était verrouillé à la culasse via un système de cam, les deux composants reculaient ensemble sur environ 3 mm, juste assez pour permettre à la pression en chambre de redescendre à des niveaux sûrs. Le mécanisme de verrouillage était d'une élégante simplicité. Un tenon usiné sous le canon s'engageait dans un évidement correspondant dans la culasse. Alors que l'ensemble reculait, une surface de cam sous la chambre interagissait avec un axe transversal dans la carcasse, forçant le canon à basculer vers le bas et à se désengager de la culasse. Une fois déverrouillée, la culasse continuait sa course arrière seule, portée par l'élan résiduel et l'énergie emmagasinée dans le ressort de rappel. Pendant que la culasse reculait, une griffe d'extraction saisissait le rebord de l'étui vide et l'extrayait de la chambre. Une goupille d'éjection fixée à la carcasse frappait la base de l'étui alors qu'il passait devant la fenêtre d'éjection, l'expulsant de l'appareil. Simultanément, le mouvement arrière de la culasse comprimait le ressort de rappel, un assemblage double logé autour d'une tige guide, et armait le percuteur en engageant une butée sur la culasse. Lorsque la culasse atteignait sa course arrière maximale, le ressort de rappel comprimé inversait sa direction, propulsant la culasse vers l'avant. La face de fermeture entrait en contact avec la cartouche supérieure du chargeur, l'extrayant et la poussant le long de la rampe d'alimentation vers la chambre. Une fois la cartouche totalement insérée, le canon était forcé vers le haut par le système de cam, se reverrouillant avec la culasse. Le système était de nouveau prêt à l'emploi. Le cycle complet, de l'activation au rechargement de la chambre, prenait environ 150 millisecondes. La conception de la culasse interne imposait des exigences d'ingénierie spécifiques. Comme la culasse ne dépassait pas de la carcasse, le ressort de rappel devait être positionné sous le canon plutôt qu'autour de lui. Cela abaissait le centre de masse et contribuait à l'équilibre de l'ensemble. Les rails de la carcasse devaient être usinés avec des tolérances précises. Trop serrés, l'action se gripperait avec les résidus. Trop lâche, la précision souffrirait d'un jeu excessif. Kousski intégra une sécurité de percuteur qui bloquait sa course vers l'avant à moins que la détente ne soit pleinement actionnée. Cela empêchait tout déclenchement accidentel en cas de chute ou de choc. La sécurité manuelle située sur le côté gauche bloquait la culasse et déconnectait la tringlerie de détente, rendant l'objet inerte. Contrairement à certains modèles où la sécurité désarme aussi le percuteur, celle du CZ75 pouvait être engagée avec le mécanisme armé permettant un transport prêt à l'emploi. Une caractéristique appréciée des utilisateurs habitués au style M1911. La conception du chargeur était cruciale pour la grande capacité. Une configuration à double colonne et alimentation unique permettait de loger 15 cartouches dans un corps relativement étroit. L'élévateur, poussé vers le haut par un ressort à la base, présentait les munitions selon l'angle correct pour une alimentation fiable. Le bouton de déverrouillage était placé derrière le pontet, accessible au pouce de l'utilisateur sans modifier sa prise en main.
Kutsky testa le système de manière obsessionnelle. Les premiers prototypes révélèrent que l'angle de la rampe d'alimentation était trop raide, provoquant des blocages avec certaines munitions. Il l'ajusta de 2 degrés. Des tests ultérieurs montrèrent que la force du ressort de rappel était légèrement insuffisante pour les charges les plus lourdes. Il augmenta la tension du ressort de 8%. Chaque itération rapprochait le design d'un système fonctionnant de manière fiable dans toutes les conditions opérationnelles. Le mécanisme n'était pas révolutionnaire. Il était raffiné, une accumulation de petites améliorations délibérées qui produisaient collectivement un outil fonctionnant de manière constante, précise et prévisible. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. En 1974, les prototypes du CZ-75 furent soumis à une évaluation formelle sur un terrain d'essai près de Brno. Le protocole était standardisé pour tout équipement soumis à l'armée. Une épreuve d'endurance de 10 000 activations avec des inspections tous les 1000 cycles, des tests de précision en position appuyée et libre à 15 et 25 mètres. Une exposition environnementale à la poussière, au sable, à l'humidité et au cycle thermique, ainsi que des tests de chute d'une hauteur de 1,5 mètre sur du béton. Kutsky assistait aux sessions, observant les techniciens démonter les appareils après chaque séquence. Il mesurait l'usure des surfaces de verrouillage, vérifiait la tension des ressorts et examinait l'érosion du canon. Le CZ-75 se comporta dans les paramètres acceptables, mais des points mineurs apparurent. Le premier problème concernait l'élévateur du chargeur. Lors d'utilisation rapide, l'élévateur basculait parfois à l'intérieur du chargeur, empêchant la culasse de se bloquer en position ouverte après la dernière cartouche. Ce n'était pas une défaillance critique. L'appareil pouvait toujours être actionné manuellement, mais cela ne respectait pas l'exigence qu'un modèle moderne indique clairement un état vide. Kutsky redessina l'élévateur avec des rails étendus pour empêcher tout basculement, même sous la pression maximale du ressort. Le second point était plus subtil. Les tests de précision montrèrent que les groupements avaient tendance à s'étirer verticalement à 25 mètres, suggérant une irrégularité dans le verrouillage du canon. Kutsky soupçonna que la surface de came sous le canon ne se calait pas de manière identique à chaque cycle à cause de variations microscopiques. Il imposa des tolérances d'usinage encore plus strictes et ajouta un point de verrouillage secondaire, une petite surface de came agissant simultanément avec le tenon principal, garantissant que le canon revienne exactement à la même place à chaque fois. La troisième observation vint des évaluateurs eux-mêmes. Plusieurs notèrent que la pression sur la détente en mode double action était longue et lourde, environ 5,5 kg de force, ce qui rendait le premier engagement précis difficile sous stress. Kutsky expliqua que c'était intentionnel. Cette résistance réduisait le risque de déclenchement accidentel lors d'une manipulation rapide. Les coups suivants, en simple action, ne demandaient que 2 kg et une course bien plus courte, permettant des répétitions rapides et précises. Les évaluateurs acceptèrent l'explication, mais recommandèrent que les programmes d'entraînement insistent sur la transition entre les deux modes. Les tests environnementaux furent la phase la plus éprouvante. Les appareils furent enterrés dans le sable, immergés dans de l'eau boueuse, gelés toute une nuit, puis durent fonctionner sans nettoyage préalable. La conception de la culasse interne se révéla avantageuse ici. Étant protégée par la carcasse, elle était partiellement isolée des contaminations externes. Les modèles à culasse externe accumulaient les débris plus facilement. Cependant, les tolérances serrées du CZ-75 signifiaient que la poussière fine pouvait s'infiltrer et créer des frictions. Kutsky ne relâcha pas les tolérances. Cela aurait sacrifié la précision, mais il recommanda une formulation de lubrifiant spécifique avec des additifs secs, réduisant la friction sans attirer les particules. Fin 1974, le CZ-75 avait passé toutes les évaluations formelles. Toutefois, l'approvisionnement officiel restait en attente.
Le ministère de la Défense tchécoslovaque réorganisait ses contrats et des contraintes budgétaires limitaient une adoption immédiate à grande échelle. Kousski reçut une autorisation provisoire pour lancer une production limitée destinée au marché d'exportation et aux agences de sécurité locales. Cette décision eut des conséquences majeures. Parce que l'objet entra en production commerciale en 1975 sans soutien institutionnel complet, Česká zbrojovka le proposa sur le plan international, l'offrant aux forces de sécurité, aux unités de police et au marché civil en Europe de l'Ouest et au Moyen-Orient. Cette stratégie d'exportation exposa le CZ-75 à une gamme d'utilisateurs et de conditions bien plus vastes qu'un simple déploiement local ne l'aurait permis. Les retours de ces utilisateurs entraînèrent de nouveaux affinages. Les unités de police suisses demandèrent un levier de désarmement pour abaisser le percuteur en toute sécurité sans toucher à la détente. Kousski l'intégra dans une variante. Les importateurs français demandèrent des organes de visée réglables pour les applications sportives. Česká zbrojovka développa une version de compétition avec des hausses micrométriques. Chaque itération augmentait la polyvalence sans compromettre le mécanisme de base. En 1976, un an après le lancement de la production du CZ-75, des fabricants en Italie, en Suisse et en Israël commencèrent à produire des modèles fonctionnellement identiques au design de Kousski. Les carcasses différaient par des détails cosmétiques, texture de la poignée, marquage, finition, mais l'architecture interne était indéniable. Culasse à l'intérieur de la carcasse, verrouillage par basculement du canon, détente double action, simple action, chargeur haute capacité. Ce n'étaient pas des contrefaçons, c'étaient des clones légaux. La raison était géopolitique et juridique. La Tchécoslovaquie, en tant qu'État communiste en 1975, n'adhérait pas à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le traité international régissant l'application des brevets. Quand Kousski dessina le CZ-75, il put déposer une protection nationale, mais il ne pouvait empêcher les fabricants d'autres pays de copier le concept. L'entreprise d'État aurait pu tenter de déposer des brevets dans des nations occidentales individuelles, mais cela aurait nécessité de naviguer dans des systèmes juridiques capitalistes auxquels le gouvernement tchécoslovaque s'opposait idéologiquement et qu'il évitait en pratique. Le résultat fut que le CZ-75 arriva sur le marché mondial comme un design ouvert, un plan fonctionnel que tout fabricant doté d'une capacité d'usinage adéquate pouvait reproduire. Tanfoglio en Italie fut le premier à agir, introduisant le TZ-75 en 1976. Sphinx Systems en Suisse suivit avec l'AT-84. Israel Military Industries développa le Jericho 941. Des fabricants turcs, chinois et sud-africains produisirent leur propre version. Chaque itération validait les choix d'ingénierie de Kousski. La culasse interne devint un standard reconnu et le schéma du CZ-75 influença le développement ultérieur de toute l'industrie. L'absence de protection par brevet ne fut pas totalement préjudiciable à Česká zbrojovka. Si les concurrents capturèrent des segments de marché qui auraient pu générer des revenus de licence, la prolifération des clones établit aussi le design comme un paradigme dominant. Les utilisateurs, les techniciens et les officiers d'approvisionnement se familiarisèrent avec la plateforme, ce qui normalisa ses caractéristiques et créa une demande pour l'original qu'aucun clone ne pouvait totalement remplacer. Kousski lui-même voyait la situation avec un détachement pragmatique. Dans une interview de 1982 pour un journal technique tchécoslovaque, il fit remarquer que les solutions d'ingénierie, une fois prouvées efficaces, se propagent inévitablement quelles que soient les barrières juridiques. Il nota que le succès du CZ-75 ne résidait pas dans l'exclusivité, mais dans le fait qu'il fonctionnait, que sa géométrie et son mécanisme avaient été affinés au point que toute modification était superflue. Dans les années 1980, le CZ-75 avait été adopté par des forces de sécurité dans plus de 40 pays. Sa réputation s'était bâtie non sur le marketing, mais sur les performances de terrain.
Les unités ayant adopté l'outil rapportaient une grande fiabilité, des besoins de maintenance minimaux et une satisfaction des utilisateurs. Les pratiquants de tir sportif le privilégiaient pour sa précision et son ergonomie. Le design se montra adaptable à des rôles spécialisés. Version compacte pour le port discret, modèles à canon allongé pour la précision et version adaptée aux dispositifs de réduction sonore. Le statut non breveté devint, paradoxalement, une forme de validation. Le fait que tant de fabricants choisissent de répliquer le CZ75 plutôt que de développer des alternatives originales démontrait que Koutski était arrivé à une solution difficile à surpasser. La configuration de la culasse, autrefois jugée non conventionnelle, devint la norme. Le système de détente devint le modèle de référence pour les successeurs à percuteurs lancés. En 1992, après la dissolution de la Tchécoslovaquie, la nouvelle République tchèque rejoignit les traités internationaux sur les brevets. À ce moment-là, le design du CZ75 avait près de 20 ans et son influence avait déjà imprégné l'industrie. Česká zbrojovka, devenue une entité commerciale, continua de produire le CZ75 et ses dérivés, mais le design lui-même avait transcendé la notion de propriété. Il appartenait de fait au patrimoine commun de l'ingénierie. Joseph Kousski a pris sa retraite de Česká zbrojovka au milieu des années 1990, après plus de 3 décennies passées à concevoir des systèmes mécaniques. Le CZ75 est resté en production, son architecture fondamentale inchangée malgré des améliorations progressives des matériaux et de l'ergonomie. En l'an 2000, plus d'1 million d'unités avaient été fabriquées, toutes variantes confondues. L'appareil était devenu un design de référence, un étalon auquel les nouveaux modèles étaient comparés. Les principes d'ingénierie que Kousski a intégrés dans le CZ75 ont influencé des générations de conceptions ultérieures. Le concept de la culasse interne est réapparu chez d'autres constructeurs prestigieux, chaque adaptation créditant cette géométrie pour l'amélioration de la précision et la réduction du recul. La détente double, action simple action, est restée une norme jusqu'à l'ascension des systèmes à percuteurs lancés à la fin des années 1990. Et même alors, le système du CZ75 est resté la référence pour évaluer la qualité d'un départ. L'influence de l'objet a dépassé son simple mécanisme. Il a démontré qu'une conception efficace pouvait émerger de la contrainte, que l'accès limité aux matériaux avancés pouvait stimuler l'innovation au lieu de l'étouffer. L'approche de Kousski n'était pas de copier les modèles occidentaux avec des ressources moindres, mais de résoudre les mêmes problèmes par une géométrie différente. Le résultat fut un outil qui s'imposa par son mérite, et non par sa promotion. Dans le tir sportif, le CZ75 a établi une présence qui a duré des décennies. Des versions modifiées ont remporté des championnats internationaux, là où la précision et la fiabilité déterminent les résultats. Des techniciens ont développé des pièces pour affiner la détente ou réduire le poids. Mais la plateforme centrale est restée celle de 1975. Le fait que les compétiteurs choisissent d'optimiser le CZ75 plutôt que de passer à des plateformes plus récentes témoignait de la solidité fondamentale de son ingénierie. Son adoption par des unités d'élite a encore renforcé cette réputation. Les groupes exigeant une fiabilité absolue dans des conditions difficiles, équipes d'intervention, forces spéciales, services de protection, ont choisi le CZ75 parce qu'il fonctionnait. La carcasse en acier absorbait efficacement l'énergie, le mécanisme tolérait mieux le manque d'entretien que les alliages légers et la sécurité manuelle permettait une manipulation sûre sans compromettre la réactivité. En 2010, le CZ75 n'était plus une nouveauté, c'était un classique. Les modèles modernes proposaient des carcasses en polymère et des systèmes modulaires, mais l'original en acier continuait de se vendre. Les passionnés l'appréciaient pour les mêmes raisons qu'en 1975. Il était précis, fiable et robuste. Le poids, autrefois considéré comme un inconvénient, devint une vertu pour certains. La masse atténuant le recul et transmettant une sensation de solidité. Kousski n'a pas cherché la célébrité.
Il a publié des articles techniques, assisté à des conférences industrielles quand c'était nécessaire, et a par ailleurs évité l'attention publique. Sa contribution n'était pas une innovation isolée, mais un affinage méticuleux, l'accumulation patiente de petites décisions qui produisent un système supérieur à la somme de ses parties. Le CZ75 perdure parce qu'il a été conçu pour être efficace, pas pour impressionner. Il a résolu des problèmes réels avec des matériaux disponibles et des processus de fabrication conventionnels. Il n'a nécessité aucun alliage exotique, aucune conception assistée par ordinateur complexe, aucun revêtement spatial. C'était de l'acier, des ressorts et une géométrie soignée, des éléments aussi anciens que la mécanique elle-même, agencés de manière à extraire la performance maximale d'une complexité minimale. Dans l'histoire de l'ingénierie, les conceptions les plus influentes sont souvent celles que les autres choisissent de copier. Le CZ75 a été copié abondamment, légalement et volontairement. Ce n'était pas un vol, c'était une reconnaissance. Le design s'est avéré si efficace qu'il est devenu un modèle, un point de départ pour d'autres développements. Le concept de culasse de Kouski, son système de verrouillage et l'intégration de ses modes de détente font désormais partie du vocabulaire partagé de la conception mécanique. La mesure finale de l'impact du CZ75 ne se trouve pas dans les chiffres de vente, mais dans le fait que ces principes restent pertinents 50 ans après leur introduction. Les modèles actuels peuvent utiliser des matériaux différents, mais les questions fondamentales auxquelles Kouski a répondu, comment stabiliser un canon, comment gérer l'énergie cinétique, comment équilibrer la réserve et le contrôle, restent les mêmes. Ces solutions, gravées dans l'acier et testées par des millions d'utilisations, continuent d'éclairer les concepteurs aujourd'hui. Le CZ75 rappelle que l'ingénierie ne consiste pas à chercher la nouveauté, mais à résoudre les problèmes correctement. Kouski les a résolus assez bien pour que son travail serve de fondation aux autres. Si vous aimez les récits calmes et authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.